comment on va dire, les gens qui exercent dans le domaine de tout ce qui est qualité en général. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est prêt pour qu'on commence la présentation? Vous êtes en train de voir le partage d'écran? Allô? Pour ma part, non. Ça Attends, s'affiche pas. je vais. Parce que j'ai partagé l'écran en principe, normalement. Toi. Voilà. Je vais le refaire. Présenter. OK. Là, vous le voyez, Aka? Oui, c'est bon. Ça C'est bon? s'affiche. Parfait. Ouais. C'est juste de faire le plein écran, comme ça. Essayez juste d'activer votre micro, monsieur Zoridi. Monsieur Zoridi, on ne vous entend pas. Activez votre micro, s'il vous plaît. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, Très bien. Pour l'écran, c'est bon, c'est partagé? oui, c'est Très visible. bien. Parfait. Alors, tout le monde est là? Allô? Oui, Très bien. oui, c'est bon. On Très peut bien, commencer. parfait. Alors, notre exercice aujourd'hui, c'est de faire, en fait, à vrai dire, c'est une sensibilisation, voire une formation sur les OVN 2000, la nouvelle version 2018. En fait, je vais commencer juste par un historique par rapport à cette norme. D'ailleurs, tout ce qui est HACCP, tout ce qui est sécurité des données alimentaires a été développé à la fin des années 60 avec la naissance du concept, ce qu'on appelle HACCP, l'industrie US en lien avec la NASA. Après, en 69, ils ont harmonisé l'international de la méthode HACCP par le Codex Alimentarius, c'est-à-dire le Codex Alimentarius de la FAO et de l'OMS. Ils ont adopté la démarche HACCP. Après les années 90, avec l'introduction de la HACCP dans les directives européennes, après le lancement des travaux pour l'élaboration de l'ISO 22000, la base de la HACCP en général, et la première norme, à vrai dire, du SMSD a été élaborée en 2005 avec l'apparition de la nouvelle norme ISO 22000. Après, suite c'est-à-dire au feedback des entreprises par rapport à cette norme, par sa première version, il y avait des améliorations qui ont été proposées par les utilisateurs, bien sûr, les entreprises. Et pour cela, ils ont révisé la norme et ils l'ont mis à jour en juin 2018. Alors, c'est quoi les OVN 2001? C'est un système, en fait, c'est un système de gestion de la sécurité des aliments
ce qu'on appelle SMSDA, qui combine la méthode des systèmes de gestion et l'exigence HACCP. C'est-à-dire, avant, il y a des systèmes HACCP qui sont basés beaucoup plus sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est détermination des points critiques de contrôle de la chaîne alimentaire sur la partie, à vrai dire, opérationnelle. Donc, ils ont combiné cette partie avec tout ce qui est objectif stratégique, tout ce qui est vision de l'entreprise, et voir, bien sûr, son système de management en général. Cette norme elle a été publiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mois de 2005, et elle a été revue, en fait, ça fait 2 ans de ça, en juin 2018. ISO 22000, en fait, rejoint la structure HLS. Alors, c'est quoi cette structure HLS? C'est ce qu'on appelle les High Level Structures, c'est la structure universelle des normes de management. C'est-à-dire, en fait, les experts de l'ISO, ils ont pensé par rapport à la mise en place de cette structure pour vraiment avoir une cohérence entre toutes les normes. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, bien sûr, en tant qu'entreprise, à un certain moment, on est perdu par rapport aux différentes exigences des normes. C'est-à-dire, il y a des normes qui ont 4 chapitres, il y a des normes qui ont 10 chapitres, 8 chapitres. Alors que, par exemple, quand on parle, par exemple, sur les anciennes normes, quand on parle de l'engagement de la direction générale, c'est le chapitre 5, par exemple, fait le 22000 ou la 9001. On va être la 14001 sur le chapitre 3. On va être, par exemple, la 27001 qui c'est un autre chapitre. Donc, vraiment, en termes d'exigence, on est perdu en quelque sorte, puisque vraiment, c'est difficile à apprendre tout ça, puisque en fait, les normes, on ne va pas les connaître, mais on est beaucoup plus sur la connaissance du principe, comment ça fonctionne, quelles sont les exigences qui ont été déterminées par cette norme. En fait, sur les HLS, c'est un cadre pour les normes de système de management qui définit les termes, bien sûr, les notions et les chapitres en commun. L'objectif de cette structure est d'améliorer la cohérence, comme je viens de le dire, et d'améliorer la cohérence entre les normes de l'ISO et bien sûr et des systèmes de management. Comme vous voyez là sur cette photo-là, bien sûr, la structure elle est toujours la même dans le cas. Quand on parle des normes ISO, il y a les normes qui soit disons les ont récemment, à partir disons de 2015 c'est des normes qui ont cette structure. La structure, c'est que bien sûr, et qui prend bien sûr l'approche PDCA, c'est-à-dire tout ce qui est le chapitre 1 et 2 et 3, qui rejoint tout ce qui est planification au départ, c'est-à-dire l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va planifier. On va le chapitre 4, le contexte, et le 5, le leadership, planification et support, c'est tout ce qui est planification, bien sûr. Le 8, c'est la réalisation. Et bien sûr, le check, c'est par rapport à l'évaluation des performances. Et le dernier, bien sûr, c'est l'amélioration continue sur le chapitre 10. Donc, ce que vous voyez là comme structure, c'est l'approche, bien sûr, PDCA. Ça est adopté par toutes les normes du système ISO. Alors, pour les principes du SMSDA, bien sûr, chaque système de management, que ce soit l'ISO 9001 ou la 14001, 22000, 45001, etc., elle a des principes. Pour l'ISO 22000, les principes, bien sûr, les principes principaux, à savoir la communication interactive, le management du système et les programmes prérequis, ce qu'on appelle couramment les PRP, et le principe d'analyse des dangers, les points critiques, bien sûr, de contrôle, à savoir le système HACCP. Et les autres que vous voyez en dessous, à savoir leadership, implication du personnel, etc., c'est les exigences communes avec les autres normes. Les principes communs avec les autres normes. Cette norme, en fait, elle a comme exigence d'avoir ce qu'on appelle, de constituer ce qu'on appelle une équipe SMSDA. C'est quoi une équipe SMSDA? C'est une équipe pluridisciplinaire qui a pour mission de planifier, mettre en œuvre, maîtriser, maintenir et actualiser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à l'élaboration de produits sains et sûrs et réaliser les actions prédéfinies.
C'est-à-dire cette norme, elle est exigée aux entreprises ou bien aux opérateurs qui vont adopter la démarche à SMSDA, d'avoir bien sûr cette équipe pluridisciplinaire. Le but, c'est de faire participer tous les acteurs au sein de l'entreprise pour mettre en place cette démarche. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle d'une équipe SMSDA, elle doit être constituée, par exemple, de plusieurs acteurs, à savoir, par exemple, le responsable production, responsable qualité, le responsable logistique, le responsable achat. Bon, je parle responsable, mais il peut un opérationnel. Ça ne veut pas dire lazmi un cadre. Ça peut être, par exemple, un magasinier ou là, par exemple, un démarcheur ou là, un acheteur. L'essentiel, quelqu'un qui représente une telle structure. Puisque Babash, à vrai dire, c'est l'expert métier dans ce qu'il fait. Donc, il va nous donner plus de visibilité par rapport à ce qu'il est en train de faire dans son métier. C'est par exemple, on prend comme exemple, c'est par exemple, les achats, par exemple, pour définir les risques et bien sûr et les dangers liés à l'activité des achats, il est mieux placé, l'acheteur ou bien le responsable d'achat, pour vraiment nous présenter les risques liés à son activité. Après, il y a ce qu'on appelle, tout ce qui est le principe de SMSDA, on a parlé sur les PRP ou bien ce qu'on appelle les programmes prérequis. C'est quoi ces programmes prérequis? En fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, puisque je vais aller brièvement pour vraiment marquer les points. Quand on parle des PRP, c'est ce qu'on appelle, généralement, c'est ce qu'on appelle l'environnement hygiénique de l'entreprise ou là de la structure qui va adopter cette norme. Donc, cette définition, c'est l'ensemble des conditions et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments. C'est-à-dire, ces deux paramètres qui ont vraiment qui représentent l'exigence de cette norme ISO 22000. Donc, c'est la sécurité et la salubrité des aliments, bien sûr, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Ce que vous voyez là, c'est quelques exemples de PRP adoptés, par exemple, par la norme, l'hygiène du personnel, par exemple. Contamination croisée, nettoyage et désinfection. Donc, c'est les différentes PRP exigées par la norme ISO 22000. Entre parenthèses, il y a une autre norme spécifique, c'est ce qu'on appelle les OTS 22002-1. C'est la norme qui régit les PRP. C'est-à-dire, une entreprise, par exemple, qui veut vraiment y aller, c'est ce qu'on appelle, c'est un autre référentiel sur ce qu'on appelle la FSSC 22000. Il doit se référer à les exigences à l'ISO 22002-1, version 2010. Donc, c'est juste pour information. Après, dans tout ça, ce que vous voyez avant, on parle beaucoup plus de l'HACCP. L'HACCP, à un certain moment, à l'ISO 22000, ce que vous voyez là, c'est qu'elle a fait une combinaison entre le système HACCP et les préalables Hadoma, à savoir les PRP, qui sont beaucoup plus les bonnes pratiques d'hygiène, bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques agricoles, l'essentiel, chacun dans son activité. Entre parenthèses, c'est juste pour rappel que l'SMSDA, d'ailleurs, il peut être appliqué de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de toute la chaîne alimentaire. Par exemple, l'agriculteur ou même, par exemple, le fournisseur de pesticides ou l'essentiel, les acteurs qui ont un impact direct sur la chaîne alimentaire. À ce moment-là, toutes les entreprises ont la possibilité d'être certifiées ISO 22000 ou d'adopter cette démarche ISO 22000. Alors, après les PRP, on passe par rapport à tout ce qui est maîtrise des dangers, puisque quand on va définir les programmes prérequis, l'environnement hygiénique, on passe par rapport à tout ce qui est analyse des dangers au sein de l'entreprise. Cette analyse, en fait, cette maîtrise des dangers, elle a deux étapes. La première étape, c'est l'étape initiale permettant l'analyse des dangers. À savoir, dans cette étape, bien sûr, on doit déterminer les caractéristiques des matières premières, des ingrédients, les équipements qui seront en contact avec le produit. Donc, Hadia, c'est la première étape. C'est-à-dire, si demain, par exemple, moi, je vais faire, par exemple, la production fromagère, l'équipement que je dois acheter, là, je vais adapter l'industrie fromagère Hadia. Donc, par exemple, il me faut, par exemple, de l'inox 316, surtout, par exemple, surtout les ustensiles Hado. Il me faut, par exemple, les matières premières, par exemple, ce qu'on appelle les fiches techniques des matières premières que je dois acheter, bien et les ingrédients aussi.
Donc, je dois avoir une visibilité, bien sûr, une anticipation des dangers avec la détermination des caractéristiques Haloma. Et bien sûr, il me faut aussi les caractéristiques du produit fini, c'est-à-dire même le produit fini derrière. Je dois avoir ce qu'on appelle les fiches techniques produits finis pour savoir quels sont les dangers présentés qui peut altérer par exemple le produit terri. N'oublie pas que dans toute la finalité de cette démarche, c'est d'avoir ce qu'on appelle un produit sain et sûr sur le marché, ou là, qui est destiné directement à la consommation humaine ou bien au consommateur. Donc, là, comment on va le déterminer? Il me faut bien sûr des caractéristiques de ce produit. Déjà, premièrement, pour savoir même l'utilisation prévue terrain, c'est-à-dire en tant que consommateur, j'ai le droit de savoir, par exemple, d'avoir l'étiquetage HADEC, par exemple, nutritionnel. Ça, c'est réglementé d'ailleurs. Il y a un texte réglementaire qui régit tout ça. Et en même temps, si je prends, par exemple, quand on parle d'utilisation prévue, c'est-à-dire en tant que producteur, l'azmar, par exemple, le produit HADEC, je dois le stocker au froid, par exemple. Quand on parle, par exemple, des produits laitiers, les yaourts, par exemple, on ne peut pas, par exemple, trouver des yaourts vendus à l'air ambiant comme ça. Donc, ça présente un risque par rapport à la santé du consommateur. Donc, en tant que producteur, je dois m'assurer que le produit terré, juste le régime de la production, il va y aller directement les chambres froides. Donc, automatiquement, je vais prévenir la production terrée, je dois avoir des chambres froides pour le stockage de ce produit fini. Et à la fin, on a les diagrammes de flux. Les diagrammes de flux, c'est pour déterminer en fait le flux de nos produits, c'est-à-dire dès la réception de matières premières jusqu'à l'expédition produit fini et définir les différentes étapes, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, qui m'a parlé tout à l'heure. Il faut savoir à quelle étape, par exemple, je dois faire un contrôle, à quelle étape, par exemple, je dois vérifier, à quelle étape je dois, par exemple, stocker dans le froid, à quelle étape de vérifier la conformité de nos produits avec des analyses physico-chimiques ou microbiologiques. Donc, tout ça, je dois le définir sur ce qu'on appelle les diagrammes de flux. Après, la deuxième étape, c'est on passe à l'analyse des dangers. Qui connaît tous les éléments nécessaires pour préparer cette analyse des dangers, à savoir avec l'étape initiale qui m'a donné les fiches techniques matières premières, les fiches techniques produits finis, les équipements nécessaires, l'usage prévu de ce produit, les diagrammes. Donc, je passe à l'analyse des dangers. L'analyse des dangers, c'est quoi? Je vais aller, premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois identifier les dangers, c'est-à-dire l'identification des dangers. Quels sont les dangers prévisibles dans mon activité en tant que producteur. Puisque quand on parle des types de dangers, bien sûr, ce n'est pas les mêmes que quand on parle de l'industrie pharmaceutique ou l'industrie agroalimentaire, par exemple, les yaourts, ou là, le fromage, ou là, le jus, ou là, le lait, ce n'est pas les mêmes dangers. Donc, je dois identifier les dangers, ce qu'on appelle prévisibles, dans le produit. Je prends exemple, par exemple, moi, en fait, je suis le responsable de management qualité du NCL WEBA, par exemple, les dangers prévisibles dans les jus, c'est pas les mêmes dangers prévisibles dans les produits laitiers en général. Par la suite, quand on va faire l'identification, on passe ce qu'on appelle à l'évaluation des dangers. C'est-à-dire cette évaluation, d'ailleurs, chaque étape, on va y aller les voir en détail. On passe à l'évaluation, c'est-à-dire on va faire la cotation de ce danger pour voir la gravité de ce danger, est-ce qu'elle est prévisible ou non. Et bien sûr, par la suite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qu'on appelle les mesures de maîtrise. Il faut avoir les mesures de maîtrise et bien sûr la validation de ces mesures de maîtrise. On commence par l'identification des dangers. En fait, cette étape concerne l'ensemble des dangers, que ce soit ce qu'on appelle les dangers physiques et les dangers chimiques et les dangers biologiques. Les dangers physiques, à savoir qui met le bris de verre, par exemple, les corps étrangers, insectes et tout. Dangers chimiques, tout ce qui est produits chimiques. Et les dangers biologiques, beaucoup plus, tout ce qui est bactéries, virus, les sûr. Vous voyez là en détail, voilà. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui est danger physique, les bris de verre, les insectes, les végétaux, je ne sais pas, par exemple, un boulon, par exemple, ou l'invis, ou là, les le produit. Donc ça reste toujours ce qu'on appelle un danger physique.
Par la suite, on a les dangers chimiques, à savoir le désinfectant, l'APA, par exemple l'acide peracétique, l'acide nitrique, par exemple, pour le nettoyage des circuits, l'acide caustique, Hazoma. Hazoma, ce que vous voyez là, c'est les produits beaucoup plus utilisés dans tout ce qui est, que ce soit pharmaceutique ou bien dans l'industrie agroalimentaire. Donc, Hazoma, c'est les produits chimiques utilisés pour les nappes, ce qu'on appelle les nettoyages en place. Parce qu'à l'âge, c'est ce qu'on appelle les cycles de production. Donc, après chaque cycle de production, il nous faut un nettoyage. Le cycle de production, généralement, il varie entre 48 heures et 62 heures. Donc, après 62 heures, par exemple, de production, la 48 heures de production, il faut faire un nettoyage avec ces produits chimiques, bien sûr pour éliminer tout ce qui est matière organique, pour éliminer les résidus de minéraux, pour éliminer l'essentiel, tout ce qui est, pour nettoyer et désinfecter les équipements de production. Et à la fin, nous avons les dangers biologiques, à savoir qui m'a parlé tout à l'heure, les bactéries, les virus et les levures moisissures. Donc, c'est les dangers qu'on pourra avoir bien sûr dans nos produits, vu que c'est des produits vivants. Donc, à tout moment, on pourra avoir ces dangers qui peuvent altérer nos produits, bien sûr, et de rater ce qu'on appelle d'avoir un produit sain et sûr. Donc, il faut veiller que le produit TANA est à l'abri de ces dangers biologiques. Après l'identification des dangers, on passe à l'évaluation des dangers. L'évaluation des dangers, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a bien sûr la gravité du danger. C'est quoi? C'est la gravité du danger fois la probabilité d'apparition. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, je ne sais pas s'il y a des biologistes ou des chimistes. Bon, l'essentiel, je vais parler un peu de la microbio. Quand on parle, par exemple, d'un danger salmonelle. Salmonelle, par exemple, c'est une bactérie qui est mortelle. Donc, la gravité de cette, par exemple, de cette bactérie, elle est très importante. Par exemple, la grille, à l'âge par exemple, la gravité, elle est de 1 jusqu'à 4. Par exemple, de 1, elle est presque imperceptible. 2, légers symptômes au TIAC bénin. Le 3, c'est les TIAC graves avec séquelles ou pas. Les 4, bien sûr, hospitalisation et risque de mortalité. Donc, le cas, par exemple, de Salmonella Hadia, on est sur les 4. La probabilité d'occurrence ou la probabilité d'apparition, c'est-à-dire le danger, est-ce qu'il est prévisible ou là? Est-ce que je peux le voir couramment dans le produit ou là? Je le vois souvent, par exemple, dans le produit ou là? Non. Ça, tout dépend, par exemple, puisqu'il y a généralement qui met de la bactérie que je viens de citer, c'est une bactérie qui vit beaucoup plus dans l'eau. Donc, Hadia, le risque تاعها نقدر نلقاها في الماء. Donc, en fait, le danger, il est là, la gravité, puisqu'automatiquement, donc à tout moment, je peux le trouver, peut y aller jusqu'à 3. Donc, je vais faire la multiplication entre 12. Donc, 12, c'est supérieur à 6, par exemple, faire de la grille. Donc, au-delà de 6, ce qu'on appelle une mesure de maîtrise. Entre parenthèses, la détectabilité هذه كاين اللي يخدموا بها كاين qui se limite juste sur la gravité et la probabilité d'apparition, puisqu'à détectabilité, par exemple, un produit, par exemple, qui m'a fait le cas, par exemple, de l'eau minérale, par exemple, qui يكون عندك un danger physique لداخل, il est apparent, il est puisque la bouteille elle est transparente. Mais quand tu prends, par exemple, l'impact du lait, je sais pas, un Candia, par exemple, qui يكون عندك un danger physique, tu ne peux pas le voir. Donc, là, vraiment, c'est un paramètre qu'on doit prendre en considération quand il s'agit du type d'emballage à dire. Et bien sûr, ce qu'on appelle les mesures de maîtrise. Quand on va faire la cotation terna, après l'évaluation, on va faire ressortir les mesures de maîtrise. Les mesures de maîtrise qui seront soit ce qu'on appelle des CCP ou bien des PRPO. C'est quoi un CCP? Un CCP, c'est un point critique de contrôle. C'est une étape de la chaîne alimentaire où il est nécessaire de mettre en place une mesure de maîtrise avec une limite critique. C'est-à-dire, le CCP, d'ailleurs, pour vous simplifier un petit peu, c'est une étape de la chaîne alimentaire, par exemple, de l'industrie tech, il y a plusieurs étapes de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire dès la réception de matières premières jusqu'à l'expédition de produits finis, il y a plusieurs étapes, entre parenthèses, peut-être de transformation. Donc, du coup, à ce moment-là, on peut déterminer quelle est l'étape sensible et qui peut engendrer ce qu'on appelle un produit potentiellement dangereux.
Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer des étapes qui peuvent nous engendrer le, le produit potentiellement dangereux. À ce moment-là, on va mettre en place ce qu'on appelle une mesure de maîtrise. La mesure de maîtrise, bien sûr, avec une limite critique, c'est-à-dire, par exemple, on va chauffer le lait, par exemple, on va le chauffer d'une façon pour éliminer les produits, les dangers biologiques, à savoir les bactéries. Donc, je dois chauffer, par exemple, quand on parle, par exemple, d'un système UHT, on va le chauffer jusqu'à 140 degrés. 140 degrés, donc, à vrai dire, il n'y a pas de germes qui vont résister à 140 degrés. Donc, je ne dois pas, 140 degrés, sinon, j'aurai le risque d'avoir euh, des bactéries qui vont être toujours vivantes dans le produit. Et bien sûr, puisque quand on aura des dangers biologiques, des bactéries ou des levures ou des moisissures qui sont toujours dans le produit, donc il y a le risque de prolifération. Alors, des fois, sur le marché, quand tu achètes par exemple un pack d'huile ou du yaourt, des fois, il y a la prolifération de dangers biologiques. Généralement, c'est ce qu'on appelle, que ce soit les levures ou les moisissures. Donc, il y a une défaillance sur la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le produit il est maltraité. C'est pour cela qu'il a eu un problème de bombage ou de développement de moisissure. Et c'est la même chose aussi pour les PRPO, c'est ce qu'on appelle le programme prérequis opérationnel. Elle aussi, c'est une étape de la chaîne alimentaire où il est possible de mettre en place une mesure de maîtrise. C'est-à-dire la différence, en fait, pour vous simplifier les choses, entre un CCP et un PRPO. En fait, un CCP, il a ce qu'on appelle une limite critique. Et le deuxième, d'ailleurs, sur la nouvelle norme ISO 22000 version 2018, on parle de limite d'action. C'est-à-dire, entre les deux, le CCP, لازم تكون عندك la mesure de maîtrise, لازم تكون le contrôle, la surveillance تكون en continu. C'est-à-dire, par exemple, عندك un automate, par exemple, كيما هضرنا tout à l'heure, à 140 degrés, تهبط تحت 140 degrés, يحبس l'automate هذاك. Donc, c'est ce qu'on appelle la surveillance en continu. Donc, par contre, le PRPO, le contrôle visuel. Par exemple, l'étanchéité, par exemple, de l'emballage, tu peux le vérifier visuellement. Il n'y a pas, à vrai dire, il n'y a pas d'automate ou la derrière qui peut te rassurer ou te dire que l'emballage TAC, il est étanche. Donc, bien sûr, les critères d'action, c'est-à-dire le contrôle TAC, qu'est-ce que tu dois faire? À tout moment, avec une défaillance, quelle est la correction et l'action corrective à mener dans les médias? Donc, à la fin, bien sûr, le système, bien sûr, il est soumis à la dernière étape qu'on a tout à l'heure, c'était par rapport à l'amélioration continue. Donc, vous voyez là, le système commence par les exigences, les matériaux, les processus, les produits, les PRP, bien sûr, les PRP et le CCP. Donc, avec après, on a l'identification des dangers, l'analyse des dangers, le plan HCCP, bien sûr, tout ce qui est CCP, PRPO, mesures et surveillance, validation de toutes ces étapes qu'on vient de citer tout à l'heure, la mise en œuvre, c'est-à-dire on va les mettre sur terrain pour voir réellement est-ce que ça marche avec le système ou là, il y a des défaillances toujours. Après la mise en œuvre, bien sûr, ce qu'on appelle la vérification. La vérification, elle se fait généralement, bien sûr, par les opérationnels. C'est des gens qui travaillent, par exemple, dans la production ou dans la maintenance ou par exemple, les achats, les stocks, tout ce qui est vérification, par exemple, la température dans les chambres froides. Il faut, par exemple, les chambres froides négatives, on parle de moins 18. Il ne faut pas que je vais la trouver à moins 2 ou là à 0 ou là plus 2 ou là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vérification. Et en tant qu'équipe SMSDR, notre rôle de vérifier, bien sûr, la conformité aux exigences préétablies à travers ce qu'on appelle les audits internes. On fait des audits internes périodiques pour vérifier la conformité de notre système que nous avons mis en place par rapport aux exigences, bien sûr, prédéfinies. Et par la suite, si on trouve, par exemple, il y a des défaillances, peut-être même sur notre système, il y a des choses à mettre à jour, on doit les mettre à jour, bien sûr, les modifier, les mettre à jour et les faire inclure. Et voilà, ce que vous voyez là, la boucle va se terminer, se refermer plutôt. Donc voilà l'équipe. Merci beaucoup. Je pense que j'ai été succinct à kulli hal. Je pense que... Allô? Oui, merci, Monsieur Jaridi. C'était très clair et très bref. On passe aux questions. Donc, je vous invite à laisser toutes vos questions en commentaire.
Ok. dans le chat pour que je puisse les lire. نعم. Attends. Voilà. Sauf si c'était clair et il n'y a pas de question. Je pense. Hein? Hein. Soit ils ont tout compris ou bien ils n'ont rien compris. Hein? Et Non, non, les- très clair même. Hein? Hein. C'était vraiment clair. Merci, monsieur. Ah, très bien. Merci à vous aussi. Peut-être c'est moi qui a la première question, c'est l'aspect réglementaire de, de l'HACCP parce qu'il y a eu un texte sur ça en Ah, 2017, je pense. Et après, 2007. qu'en est-il de son application et... En fait, exactement. D'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs par rapport à cette question. La réglementation, en fait, puisque même tu dans le monde, il n'y a pas de réglementation qui régit la mise en place de l'HACCP ou de l'ISO 22000. Ça, c'est clair. Donc, là, en Algérie, quand ils ont adopté le texte, c'était, si je me rappelle, en 2017, le décret ZAMA, soi-disant d'application TAO, c'était prévu qu'il va ressortir en 2017. Mais malheureusement, le problème, c'est que le décret avec exécutif, il y avait un problème puisque le champ d'application, c'est ce qu'on appelle le champ d'application des normes, puisque par exemple, quand on parle de l'ISO 22000, où on va appliquer la norme ISO 22000. Avec le texte, ils ont parlé que toutes les entreprises ou les opérationnels dans les produits alimentaires, c'est-à-dire par exemple un restaurant ou un pizzeria, il, il lui faut il faut qu'il soit certifié bon, il a adopté la démarche HACCP. Donc, vraiment, c'est pour cela ils ont trouvé pas mal de problèmes par rapport à l'application de ce texte. Par la suite, puisque moi, entre parenthèses, je travaille avec la PAB. La PAB, c'est l'Association des producteurs algériens de boissons. Donc, on travaille avec les différents ministères, beaucoup plus ministère du Commerce et ministère de l'Industrie, par rapport surtout par tout ce qui est texte réglementaire. C'était récemment qu'on a travaillé sur la mise à jour de ce texte, c'est-à-dire on va le limiter juste pour les opérateurs qui exercent dans l'industrie agroalimentaire. Vous m'entendez? Oui, oui, Allô? oui, très bien. Oui, Ah, oui, très oui. bien. Donc, c'était ça le but, de revoir le texte et de le mettre bien sûr à jour et de changer, au lieu, le problème, au lieu d'y aller sur l'HACCP, puisque déjà la plupart des entreprises qui exercent dans l'industrie agroalimentaire, ils sont sur la démarche ISO 22000. Donc, ça ne sert à rien de, par exemple, autant qu'Aruiba, par exemple, ou là, qu'il y a même des filières du groupe Civital, qu'il y a, par exemple, je dirais par exemple, et Ferwi par exemple, il y a pas mal en fait, comme dit, hein, il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà certifiées ISO 22000. Donc ça ne sert à rien de lui faire une exigence par rapport à la mise en place de l'HACCP comme exigence réglementaire alors que c'est déjà fait. Donc c'est pour cela qu'on est en train de travailler sur le texte pour la mise en place de l'ISO 22000. Là, on va y aller sur la mise en place de l'ISO 22000 pour que tout le monde soit dans le même échelle et bien sûr pour inciter les opérateurs à adopter cette norme et bien sûr pour qu'elle soit claire pour tous les opérateurs. N'oubliez pas que derrière, parce qu'il y a le problème c'est que parfois les entreprises, ils ont du mal à adopter cette démarche ISO, cette démarche certification, la démarche de certification, etc. Alors que le bénéfice, mis à part l'image, bien sûr, c'est un label qualité en quelque sorte, parce que quand on parle d'une entreprise certifiée et une entreprise qui n'est pas certifiée, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, c'est pour cela qu'on a travaillé sur le texte derrière pour en fait, l'adapter, bien sûr, au contexte du pays et commencer par les entreprises qui exercent dans le domaine agroalimentaire et probablement par la suite, on va toucher même les restaurants à Douma ou les salles des fêtes ou l'essentiel, ceux qui sont en contact direct avec les produits alimentaires. Ok, merci monsieur. Alors, il y a une question de Abdelbasset. Il dit comment faire pour la détection des risques chimiques?
Alors, pour la détection des risques chimiques, il y a des contrôles, c'est ce qu'on appelle les traces des produits chimiques. C'est-à-dire, après le nettoyage, quand on fait par exemple un nettoyage, avec les produits chimiques que je viens de citer tout à l'heure, à savoir l'acide, la soude et les désinfectants. Donc, par la suite, il y a une étape de rinçage, puisque quand on va faire le passage dans le produit chimique, il y a une étape de rinçage. Par la suite, il y a كيفاش يسموهم il y a les détecteurs de, par exemple, les détecteurs de soude ou les détecteurs de l'acide ou du désinfectant. C'est des bandelettes ou là, par exemple, des réactifs, des réactifs pour voir est-ce que avec la solution, par exemple, avec l'eau de rinçage, il y a toujours les traces dans les produits chimiques ou là. Je pense que c'est clair, Abdelbasset. مسيو تما ديتيكتور غير كنديروا نيطواياج تما بصح لي برودوي اللي ديجا برودوينيزيناهم نعاودو ريكوبيريهم الا لقينا دي برودوي شيميك كنديروا لا ديتيكسيون ولا كيفاش تكون لا ميسيون. نعم tu peux me répondre s'il te plaît, tu peux répondre à la question. قلت لي اون فيغ لا ديتيكسيون كنديروا النيطواياج سي سا. كنديروا لو نيطواياج كنديروا لو رانساج à l'eau. شفت في الدار باغ اكزومبل كي تغسل سامبل اكزومبل. Tu fais par exemple, je sais pas, Isis Hadek par exemple, qui ils vont faire le rinçage. D'accord. À l'industrie par exemple, on prend un échantillon de l'eau de rinçage. On va lui faire ce qu'on appelle l'analyse physico-chimique. Quand il y a des détecteurs de, par exemple, un virage de couleur, c'est-à-dire il te de la couleur qui est par exemple, puisque ça. Avec le détecteur, il va interagir, il va faire une interaction avec le produit chimique, que ce soit l'acide ou la soude ou le désinfectant. Donc, s'il y a par exemple un virage de couleur, ça veut dire qu'il y a toujours les traces de ce produit, donc tu dois refaire le rinçage direct. S'il n'y a pas de changement de couleur, ça veut dire qu'il n'y a pas de traces de produits chimiques. J'espère que c'est clair. C'est bon, je sais pas, Abdelbasset. Oui. Alors, il y a une autre question de Mohamed. Il dit j'aimerais connaître quelques astuces pour les crises de retour de produits ou découverte d'un effet indésirable. Alors, j'aimerais connaître quelques astuces pour les crises de retour de produits ou découverte d'un effet indésirable. En fait, c'est ce qu'on appelle la gestion des retours clients. La gestion des retours clients, comment elle se fait? Elle fait partie bien sûr du système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, par exemple, quand on reçoit un retour client, on prend un échantillon, puisqu'on a ce qu'on appelle le système de traçabilité. Vous voyez, il y a fait sur l'emballage, vous voyez qu'il y a la date de production, la date de péremption et le numéro de l'eau, voire même l'heure de production. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller faire ce qu'on appelle un historique d'événements. Puisqu'on a ce qu'on appelle un échantillonthèque. Donc, dans cette salle d'échantillonthèque, on aura par exemple des packs témoins de cette production et en même temps, on aura la documentation liée à cette production, c'est-à-dire les fiches de suivi, les fiches de contrôle, les validations, les NEP, les contrôles microbiologiques, les contrôles physico-chimiques. Donc, toute la documentation liée, c'est ce qu'on appelle un dossier lot. C'est le lot, il y a sur le pack ou sur la bouteille. Donc, on va faire un retour en arrière pour voir l'origine de ce problème et travailler sur ce qu'on appelle l'analyse des causes et bien sûr faire ressortir les problèmes ou bien les causes racines ou les causes potentielles de ce problème et bien sûr qui seront traduits par des actions derrière. L'essentiel, chaque structure, elle doit recevoir le retour client ou le produit non conforme et chacun réagit à sa manière. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de contrôle qualité-production, ils vont récupérer le pack, ils vont y aller sur l'échantillonthèque, ils vont vérifier le produit témoin à la production. Est-ce que c'est le même problème? Après, il y a l'équipe production, ils vont vérifier l'équipement. Est-ce que, par exemple, le problème peut-être il est toujours d'actualité? L'équipe marketing, par exemple, ils vont inciter la personne
pour ne pas faire carte, surtout avec les histoires, les réseaux sociaux et tout, là, il peut te faire du mal à la marque, alors que peut-être que c'est un problème vraiment minime. Donc, ça reste toujours, il ne faut pas laisser les choses se précipiter. Donc, il faut toujours agir au moment opportun. Donc, chaque structure, elle doit agir au moment opportun pour régler le problème définitivement. Je ne sais pas ce que j'ai répondu, Mohamed. Là-bas dit. Je pense qu'il n'est plus là. Je l'ai plus là. Alors, il y a une autre question. Magnifique, hein, c'était très clair. Ah, franchement, on ressent qu'il y a de l'expérience et de la rapidité d'exécution. Et en même temps, je te passe le bonjour. Ah, merci beaucoup, moi. Merci. D'accord. Merci, Labadi. Il y a une autre question de Romila. Ouais. Elle dit, est-ce que l'Algérac a l'habilitation de certifier ISO 22000? Alors, bon, on a raté une question déjà. Là, il y a une question, cela reste toujours volontaire. Dans un restaurant collectif, on peut suivre la démarche ACCCP. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le texte, en fait, le décret exécutif qui existe, il parle, y compris même les restaurants, ils doivent mettre en place sa démarche. Mais je crois que la complexité, entre parenthèses, bien maintenant, on connaît le contexte de l'organisme. Par exemple, la bavette, on n'arrive pas à la maîtriser. Vous voyez l'Algérien, là où il dit la bavette correctement. C'est vraiment bon, pour ne pas généraliser, mais quand on parle de la plupart, vraiment, on est à côté de la plaque. Donc, c'est la même chose en fait pour la démarche HACCP. C'est pour ça, ça reste toujours, on va y aller. C'est-à-dire, les personnes qui sont habilitées, qui ont les moyens, quand on parle d'une entreprise habilitée, il y a des grandes entreprises qui n'ont même pas un système de management. Donc, je dois commencer par Hadoma. Alors que, par exemple, un petit restaurant, ça reste toujours en deuxième lieu. En termes de criticité, l'opérateur économique, peut-être qu'il m'a dit ultérieurement, on va y aller sur la démarche HACCP pour les restaurants. La question, c'était par rapport à l'Algérac et l'habilitation de certifier l'ISO 22000. Alors que, juste pour entre parenthèses, d'ailleurs, pour définir en fait le champ d'intervention de Algérac. L'Algérac, pour les gens qui ne connaissent pas l'Algérac, c'est l'organisme national d'accréditation, c'est-à-dire algérien, je ne sais pas. Algérac, bon, l'essentiel, c'est l'organisme algérien d'accréditation. En fait, Houma, ils font ce qu'on appelle l'accréditation, ce n'est pas la certification, premièrement. Houma, ils ne sont pas là pour certifier les entreprises. Ils font ce qu'on appelle l'accréditation. Qui maintenant, par exemple, en tant qu'opérateur économique, on va dire qu'il y a plusieurs normes ISO. Qui maintenant, en tant qu'opérateur économique, il y a la norme ISO 17025, version 2017. C'est la norme qui régit, par exemple, l'accréditation des laboratoires, c'est-à-dire le laboratoire TANA, qu'il soit accrédité pour, soi-disant, travailler dans les normes internationales. Houma, ils ont l'habilitation, Algérac, ils ont l'habilitation d'accréditer les organismes de certification. C'est-à-dire, l'organisme de certification, par exemple, on est certifié ISO 22000, 14001, 9001. On a l'organisme de certification qui est Tevrient. Tevrient, c'est un organisme allemand. On a un bureau sur Alger. On est certifié avec le bureau d'Alger. Donc, Algérac, c'est à eux d'accréditer, l'accréditation à travers la norme la 17021, 17021, indique que c'est l'accréditation des organismes de certification. Mais Houma, ils n'ont pas le droit de certifier les ISO 22000 ou la 14001 ou la 9001, etc. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Hein? C'est bon? Normalement, c'est clair, non? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, il y a une autre question de Sharafdin. Il dit, de quelles compétences faut-il disposer pour utiliser l'ISO 22000? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la compétence, bien sûr, il y a la compétence spécifique et la compétence générale. La compétence spécifique, c'est par rapport au responsable SMSDA, c'est-à-dire le pilote de cette norme au sein de l'entreprise pour la mise en place de cette norme.
généralement par exemple تقدر تكون عندك كما نقولوا moitié. La partie management, bien sûr, il faut toujours maîtriser les normes ISO. Et la partie opérationnelle, c'est les normes techniques par rapport à tout ce qui est analyse des dangers. Moi, je parle de moi-même, je suis de base un biologiste de base. Donc, pour cette partie, en tant que biologiste, je n'ai pas de problème par rapport à la partie opérationnelle, parce que tout ce qui est danger biologique, tout ce qui est bactéries, les bactéries, les produits chimiques. Donc, à vrai dire, je n'ai pas de problème sur cette partie. La partie management, bien sûr, c'est des formations que j'ai fait en extra qui m'a dit que j'ai uni les deux compétences pour la partie compétence spécifique, pour la personne qui m'a dit que le pilote de la SMSDA. Et bien sûr, pour chaque structure, moi je connais tout à l'heure, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pluridisciplinaire, il faut avoir, par exemple, les différents intervenants qui ont des connaissances de base par rapport à cette norme. Par exemple, dans notre cas, nous avons formé toute l'équipe SMSDA sur les ISO 22000. Les exigences de cette norme, les chapitres Indoma, combien de chapitres, les exigences de chaque chapitre, et l'application du chapitre, par exemple, dans sa structure, comment il va former, comment il va bien sûr sensibiliser ses collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est de faire un 360 degrés sur toute la norme et bien sûr l'adopter qui m'appelle d'une façon correcte. Puisqu'entre parenthèses, notre entreprise, il y a le certificat. Mais réellement, elle n'est pas appliquée sur terrain. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes de qualité, toujours des problèmes, les consommateurs qui réclament, des problèmes de santé, probablement qui touchent directement le consommateur. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident, c'était, si je me rappelle, c'était les années 2000. C'est un incident que les Salaf Stef, c'est un producteur de cachère, charcuterie, une charcuterie. Et ben, il y avait des décès par rapport, puisqu'il y avait la présence de... c'était le botulinum, le botulisme, le germe, je ne me rappelle pas d'ailleurs. Donc, avec le problème, et il y a eu des décès. Et parmi les décès, d'ailleurs, c'était le fils le propriétaire de la boîte à Ali. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Donc, c'est pas, c'est bon? Oui, bon il y a une autre question, je pense. Une autre question. Clostridium. On répond à Dunia, elle m'a répondu, c'est Clostridium botulinum, exactement. Alors, il y a une autre question de Romila. Vous avez mis combien de temps pour mettre à l'œuvre l'ISO 22000 dans votre unité de production? En fait, ça dépend de la taille de l'entreprise. Chaque entreprise, à vrai dire, c'est bien sûr et la taille de l'entreprise et le champ d'application. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise qui va exclure, par exemple, la mise en place de l'ISO 22000, ne va pas mettre toute l'entreprise. Dire juste une partie. Par exemple, je dois certifier que la production. Par exemple, on a les moyens pour certifier la partie achat et pour certifier la partie prestation. Par exemple, les chambres froides ou les achats, c'est un processus externalisé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va le gérer. Ce n'est pas lui. Donc, le champ d'application, c'est que la production. Donc, à ce moment-là, il peut en quelque sorte avoir la mise en place rapidement. Quand on parle rapidement, on va dire au maximum au bout d'une année. Au bout d'une année, il peut la mettre. Mais dans le cas par exemple, on a pris, à vrai dire, en moyenne, c'était presque 2 ans pour mettre en place la démarche. Parce qu'à l'âge, la démarche, n'oublie pas qu'elle va toucher même l'infrastructure de l'entreprise. Puisqu'à l'âge, quand on parle surtout sur la partie PRP, les programmes prérequis, on a toujours des modifications à faire, la marche en avant, comment on va respecter la marche en avant. Par exemple, l'employé qui يدخل la production منين يدخل منين يخرج يجوز باغ اكزومبل يدخل لازم يجوز ديريكتومون لي فيستير من بعد لي فيستير لازم يكونوا لي سانيتير باغ اكزومبل لي دوش يكونوا جوست اكوتي لازم باغ اكزومبل لي فيستير تاعو داخل باغ اكزومبل لارموار تاعو il faut séparer par exemple la tenue de ville مع la tenue de travail. Donc c'est des mesures que nous avons mis en place
suite à la mise en place et l'adoption de la démarche ISO 22000. C'est bon? Il y a trois autres questions. Très bien. Est-ce Non, je que parle par rapport à cette question. Si c'est bon, c'est non. Oui, alors est-ce que l'infrastructure des ateliers de production est un critère primordial pour adopter la 22000? Je pense que Oui. vous avez répondu. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est monsieur primordial. Donc, C'est la à base. vrai dire, c'est la base. Parce qu'à l'âge, on a parlé puisque d'ailleurs, l'infrastructure, c'est un PRP, c'est un programme prérequis. On va être quand tu parles de l'infrastructure des ateliers de production. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu as touché, dans le 5 ou 6 PRP peut-être, ou la voire plus. Parce qu'avec l'infrastructure, bien sûr, le bâtiment TAC, avec les énergies, tout ce qui est eau, par exemple, tout ce qui est gaz, tout ce qui est électricité, par exemple, qui fait le cheminement تاعهم عندك par exemple هنا le nettoyage des infections, les équipements تاعك كما قلت من قبل par exemple لازم يكونوا de qualité, c'est pas ما تشريش n'importe quoi, tu vois. Donc imagine لازم تشري quelque chose de l'inox, لازم quelque chose de 100% inox, لازم du 316. Donc هذوما كاع c'est des spécifications techniques et qui est vraiment quelque chose de base qui va servir pour la mise en place de l'ISO 22000. Exactement. Alors, Abdelbasset qui dit quels sont les enregistrements obligatoires qui sont exigés dans la norme. Alors, pour cette norme, en fait, il y a comme les HLS, on ne parle plus d'enregistrement ou la procédure ou l'instruction, on parle dans le cadre de l'information documentée. L'information documentée, si je ne me rappelle pas, si je ne me trompe pas, je sais exactement, normalement, il y a, en termes de procédure, c'est toujours les mêmes. Avec l'engagement de la direction, revue des non-conformités, revue, par exemple, des produits potentiellement dangereux. Normalement, en tout, il y a 11 procédures et 21 informations documentées. 11 et 21, si je me rappelle bien. Je ne sais pas exact, mais l'essentiel, la norme, où il y a par exemple l'entreprise doit, où il y a le verbe doit, on va par la suite l'information documentée, ça veut dire qu'un document. Un document, ça ne veut pas dire que il y a un papier, il y a un format électronique, par exemple, un fichier PDF, l'auditeur, pour justifier la conformité à telle exigence. Parfait. Alors, il y a aussi Romila qui dit est-ce que vous êtes. Alors, voilà, est-ce que vous êtes certifié? Alors, pour votre information, Romila, on est la première entreprise à être certifiée 9000, version 94. بديناها ب 9000 en 94. En fait, un CRWIBA, c'est une entreprise qui est très engagée sur les systèmes ISO. D'ailleurs, c'était en 94 la première certification, après en 2000 et en 2008. Donc, bien sûr, dans le cas, puisque je crois que on est certifié sur la 9001 version 2015, la 14001 version aussi 2015, la 22000 version 2005, mais on est en train de faire le passage pour la 2018. Donc, d'ici quelques mois, on va faire l'audit de passage. Et on a adopté la norme ISO 26000, c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. On était d'ailleurs pilote de projet pour la mise en place. C'est la première entreprise qui a mis en place les ISO 26000 à l'échelle nationale. D'ailleurs, on fait même, je fais même l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de l'ISO 22000. Parfait. Alors, Romé, là, toujours, à quelle fréquence vous faites vos contrôles? Alors, pour les contrôles, on a ce qu'on appelle 3 plans de contrôle. Il y a ce qu'on appelle un plan de contrôle à la réception. C'est-à-dire, le contrôle, toutes les matières premières et les intrants qui vont entrer en entreprise, on doit les contrôler. On a ce qu'on appelle un chargé de contrôle à la réception, à de la personne qui va prendre en charge le contrôle de la conformité, bien sûr, on a les fiches techniques des matières premières. Il doit vérifier la conformité des intrants ou des matières premières par rapport aux exigences prédéfinies sur la fiche technique. C'est-à-dire, par exemple, on achète, par exemple, on va dire un concentré, par exemple, un concentré d'orange, le taux de sucre, le Brix, qui est à 55 degrés Celsius, degrés Brix, par exemple, quand il a fait le contrôle, par exemple, à 50. Donc, là,
Il va faire un retour chez le fournisseur pour changer la marchandise. C'est ce qu'on appelle gestion des réclamations fournisseurs. Il y a le deuxième plan de contrôle, c'est ce qu'on appelle le plan de contrôle en ligne. Le plan de contrôle en ligne, c'est avec le contrôle dès le produit avec la production, حتى يخرج prêt باش يروح les magasins de stockage ou les chambres الفروات. Ça dépend de l'activité. Donc في هاد les étapes تما ملي يدخل la production هذيك حتى يخرج, il y a ce qu'on appelle le plan de contrôle fabrication ou le contrôle en ligne. Il y a des contrôleurs 24 sur 24 qui surveillent la production. On continue, il y a des contrôles en continu à la production. Donc, c'est eux qui valident, par exemple, les préparations de produits, c'est eux qui valident l'étanchéité de l'emballage. Par exemple, les bouteilles, par exemple, la bouteille, elle est bien soufflée, elle est bien fermée, l'étiquetage la palette le produit, bien sûr, les contrôles physico-chimiques, comme par exemple le pH, le Brix, l'acidité, le taux de vitamine C, par exemple, tout ce qui est CCP-PRPO, la température, par exemple, de pasteurisation, le traitement avec les produits chimiques, les concentrations des produits chimiques. Donc, c'est le plan de contrôle à la en ligne. On va être le plan de contrôle produit fini. Quand le produit part au magasin, le magasin de stockage et à la charge d'analyse microbiologique, elle va venir récupérer des échantillons pour analyser. Bien sûr, il y a un plan d'échantillonnage sur chaque osmose, sur chaque lot. Elle prend des échantillons, elle va les analyser au niveau du laboratoire microbiologique. Après, généralement, après 5 jours d'incubation, le thème qu'on aura donc les résultats microbiologiques pour dire est-ce que le produit il est conforme. S'il est conforme, elle va le débloquer. S'il n'est pas conforme, elle va le bloquer. Et bien sûr, il y a un autre process de traitement. Parfait. Alors, toujours une autre question. Si un problème est détecté, quelle est votre conduite à tenir? Alors, quand le problème est détecté, c'est ce qu'on appelle la gestion des non-conformités. Ça, quand on aura un problème, par exemple, un contrôleur qualité, il a trouvé un problème sur terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renseigner ce qu'on appelle une fiche non-conformité. La fiche non-conformité, il va lié en tant que responsable de management de qualité. Moi, quand je reçois la fiche non-conformité, bien sûr, il y a la première action, c'est la correction. Généralement, tu as par exemple un problème sur une palette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer la palette de produits finis. Il y a ce qu'on appelle une fiche rouge, une fiche de blocage. Il y a de côté. Et en même temps, il y a la fiche il vérifie le problème. Il corrige, que ce soit à la maintenance, ou à la production, ou à l'opérateur, le conducteur, l'essentiel. Ils diront l'action, ce qu'on appelle la correction dans les médias. Il va te la fiche non conformité, le produit, la quantité, la quantité, on a bloqué comme produit non conforme. Par la suite, on a la réunion hebdomadaire. C'est la réunion qualité. Réunion qualité hebdomadaire. Donc à ce moment-là, on va traiter toutes les non-conformités enregistrées durant la semaine. On va dire par exemple, il y a deux problèmes, c'est bon. Donc, dans la réunion qualité, l'équipe SMS qui m'a coupé il joue les responsables de structure. Donc, on va discuter sur les non-conformités où le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle une action corrective, c'est-à-dire travailler sur une action pour éliminer la cause de cette non-conformité. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on a une lampe, par exemple, défectueuse. La lampe défectueuse, la correction, c'est quoi? C'est de changer la lampe. On est d'accord. Dans 2 jours, tu as la lampe. Donc à ce moment-là, je dois voir l'origine de ce problème, puisque je ne peux pas les lampes. Donc je dois travailler sur ce qu'on appelle l'action corrective. L'action corrective, c'est quoi? C'est de travailler sur la cause de cette non-conformité. Et le but, bien sûr, d'éliminer la cause de cette non-conformité. Imagine, par exemple, le problème de la deuil. Donc, je dois changer la deuil, ce n'est pas la lampe. On est d'accord à l'équipe? Oui. Il y a une autre question aussi. Ryan, est-ce que vous utilisez la technique de la biocharge dans le contrôle du personnel?
La biocharge. C'est-à-dire biocharge, Ryan, tu peux prendre la parole pour expliquer ta question, hein, Ryan. si tu es encore là. Ryan, je ne vois pas Ryan. Je pense qu'il a quitté. Ryan, il a parlé de... Attends, est-ce que vous utilisez la technique de la biocharge dans le contrôle du personnel? Bon, le contrôle, en termes de quoi, le contrôle? Je sais pas, l'hygiène du personnel, peut-être. Bon, je vais parler de... Oui. Je pense l'hygiène du personnel. En fait, il y a deux types de contrôles. D'ailleurs, il y a un contrôle réglementaire et un contrôle que nous avons mis en place en tant qu'entreprise certifiée ISO 22000. Le contrôle réglementaire, c'est que tous les employés au sein de l'entreprise, au minimum, ils doivent avoir une consultation médicale une fois par an. C'est-à-dire, déjà au sein de l'entreprise, on a un cabinet médical, il y a un médecin et un infirmier. Mis à part les urgences et tout, ou là, des problèmes, je sais pas, de santé, ou là, il y a le cabinet. La visite médicale périodique, minimum une fois par an. Pour les gens qui ont une intervention directe un contact direct avec le produit, deux fois par an. C'est-à-dire, les analyses biochimiques, le CG, le contrôle sur la tuberculose et tout. Où il y a le test, les tests, bien sûr, tu as la coproparasito, pour le personnel qui est en contact direct avec le produit, à savoir, par exemple, les préparateurs, par exemple, je sais pas, les contrôleurs qualité, par exemple. Donc, les personnes qui sont en contact, le contrôle 2 fois par an. C'est le contrôle réglementaire. Le contrôle interne, ce que nous avons mis en place, il y a le contrôle vestimentaire, puisqu'on a le superviseur hygiène industrielle, c'est lui qui prend en charge tout ce qui est conformité par rapport à l'hygiène du personnel. Donc, il doit vérifier l'hygiène vestimentaire, c'est-à-dire la tenue, il faut qu'elle soit propre. La tenue, par exemple, une tenue de ville, ce n'est pas la même tenue que ce soit les chaussures ou par exemple la tenue elle-même, les casques, le masque, ce qu'on appelle les EPC, les équipements de protection collective. Et bien sûr, ce qu'on a le test de conformité avec, c'est le test l'hygiène du personnel. Le test hygiène des mains, pardon. L'hygiène des mains, il va faire un échantillonnage, puisqu'on a des distributeurs de savon et des distributeurs de désinfectants un peu partout, surtout dans les zones critiques, c'est-à-dire où par exemple la zone de préparation, ou ce qu'on appelle les salles blanches, où vraiment, c'est des zones très strictes. Donc, le personnel, les matériaux sont propres. Donc, le superviseur hygiène, pour vérifier la conformité, est-ce que la personne elle a nettoyé les mains, elle a désinfecté ou là. Donc, ils disent inopiné avec des boîtes de pétri, ou ils disent le test de l'hygiène des mains. D'après bien sûr 5 jours, qui a les résultats, est-ce que la personne a désinfecté les mains ou là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Après les résultats, il va faire un rapport et il va les diffuser à leurs responsables. Chacun, par exemple, un de leurs responsables. Donc, le mec, il va travailler bien sûr sur la sensibilisation, formation et parfois même des sanctions. Si par exemple une personne, à chaque fois qu'il dit le test, il a toujours le même problème, donc il peut partir même à des sanctions. Parfait. Alors, il y a aussi Faustine qui dit, est-ce que le contrôle des fournisseurs de produits et processus externalisés est une exigence? Bien sûr. Bien sûr, avec la gestion, puisqu'avec ce qu'on appelle l'évaluation des fournisseurs et sous-traitants, puisque tout ce qui est processus externalisé. Donc, l'entreprise, il faut que l'entreprise doit assurer l'évaluation des fournisseurs et sous-traitants. D'ailleurs, quand une exigence, donc quand ils l'ont généralisé sur pratiquement toutes les normes. Parce que le sous-traitant ou le fournisseur, il a un impact, surtout quand il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire ou d'un sous-traitant qui a un impact direct sur le produit. Donc, l'entreprise doit assurer un contrôle par rapport à ça. Donc, ce qu'on appelle l'évaluation continue. Il y a l'évaluation périodique, soit une fois par an, soit 2 fois, soit 3 fois, tout dépend de la criticité du fournisseur. C'est-à-dire quand on parle, par exemple, d'un fournisseur de l'emballage, ou d'un fournisseur de concentré d'orange, ou
je sais pas, de préforme, par exemple, du bouchon. Donc, Hadouma, c'est des produits qui sont en contact direct avec le produit. Donc, l'évaluation généralement est restreinte. Au minimum, une fois par 3 mois, par trimestre, il faut faire l'évaluation, voire faire ce qu'on appelle les audits fournisseurs. C'est-à-dire, on peut y aller même chez lui pour faire l'audit et voir est-ce qu'il est en train de respecter avec le cahier de charge ou le contrat que nous avons mis en place. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur, on a ce fait. Ah, très bien. Donc voilà, qui m'a comme ça, c'est une exigence normative par rapport à l'évaluation. D'ailleurs, il y a par exemple tout ce qui est fournisseur sous-traitant, le chapitre 8, la réalisation de produits, tout ce qui est conception et développement. Donc, l'entreprise doit avoir une certaine maîtrise et une certaine, bien sûr, une certaine maîtrise par rapport à ses prestataires ou bien, puisqu'elle les prestataires. Comme يقدر يكون côté client, c'est-à-dire par exemple, je vais dire par exemple, une entreprise de distribution. Par exemple, j'ai une entreprise de distribution, je dois assurer que le produit il est distribué dans les conditions prédéfinies. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, je fais du fromage. Le fromage, لازم يكون des chambres dans, par exemple, les camions frigorifiques. Ou, par exemple, il est livré sur des camions à température ambiante. Ou là, il fait les chambres, les chambres frigorifiques. Donc, c'est une exigence que je dois mettre en tant que producteur, le distributeur terrain. Donc, s'il y a des défaillances par rapport à ça, donc, l'exigence normative, l'auditeur quelle est la preuve que le produit TAC est livré dans les conditions prédéfinies. Donc, la preuve tangible, c'est que l'évaluation terrain, par exemple, ça fait 3 mois ou 2 mois que j'ai fait l'évaluation périodique du client, ou là, l'audit fournisseur qui m'a contacté comme Rubina, donc tu peux faire même l'audit HDR pour voir la conformité aux exigences prédéfinies. Parfait. Merci. Je pense qu'il y a une dernière question, mais je n'arrive pas à le lire parce que ma connexion a été perdue. De Romila, je pense. Romila, alors, pouvez-vous me réexpliquer le tableau sur la gravité et quelle est la source si cela ne vous dérange pas? Alors, هذاك le tableau قلت لك en fait هذاك كاين في la norme alors appelle-moi c'est quelle norme il est voilà في la 22002 normalement تلقاه في la 22002 la 22002 والله مانيش عارف la tiret 1 ou la tiret 2 وحده فيهم l'essentiel il faut vérifier sur cette norme هذيك هي la source terme puisqu'il y a en fait il n'y a pas un standard qui est exigé par la norme. C'était juste pour aider les entreprises. C'est-à-dire, une entreprise, pour évaluer les risques, par exemple, qui fait l'évaluation. Donc, tu as le tableau pour le faire. Mais après, l'entreprise est libre de faire le tableau qui lui convient. Le tableau, il y a la cotation des risques. La cotation des risques, plutôt des dangers. كيفاش نخدموا هذه لا كوتاسيون عندك قلنا la gravité de ce danger fois la fréquence d'apparition la fréquence d'apparition ou d'occurrence هذه ومن بعد par la suite واش كاين bien sûr كيفاش انت تقول زعما comment tu l'as défini من 1 la gravité d'apparition la fréquence d'apparition من 1 ل 4 هذيك يقدر يكون عندك par exemple des études bibliographiques يكون عندك par exemple tu vas référer par exemple le codex alimentaris يقدر يكون عندك par exemple des thèses de doctorat par exemple des sujets de recherche يكون عندك l'historique de l'entreprise تقدر تقول انا par exemple حنا en tant que producteur ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu de problème de salmonelle dans nos produits donc je peux pas le définir comme un danger prévisible où la gravité تكون de 4 alors que je l'ai jamais eu ça fait 50 ans donc هنايا je ne sais pas si je peux partager معكم la procédure باش تكون خير. Attends.
Voilà. Allô, vous êtes là? C'est bon. Oui, 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 on vous Ah, entend. très bien. Puisque, justement, باش نعطيكم برك هذاك اسمه. Attends. Présenter. Allez-y. Voilà. Vous voyez là? Oui, oui, c'est visible. Très bien. Donc, هذه, ce que vous voyez là, c'est la procédure. C'est la procédure هذه qui marque comme la cotation de la gravité fois la fréquence. La cotation TAC, elle est de 1 à 4, c'est-à-dire elle est de très faible, malaise à peine perceptible par le consommateur. Dire 2, par exemple, moyen, malaise perceptible pour le consommateur, exemple des diarrhées, par exemple, bénin, la fatigue perception. Élevé, des troubles assez graves. Très élevé, c'est des troubles graves engendrant une hospitalisation ou mortalité. La fréquence qui marque comme très faible, par exemple, moins d'un cas pendant 3 ans. Possible moyen de différences occasionnelles sont apparues dans le passé. Un cas, par exemple, entre 1 an et 3 ans. La fréquence, par exemple, de 3, c'est un cas, par exemple, entre une année et un mois. Et le 4, c'est par exemple quand on aura, par exemple, minimum un cas par mois. On va dire les éléments qui aident à apprécier la probabilité d'apparition. Qui marque le premier niveau, avec l'historique de l'entreprise, l'historique du pays, l'historique international et les autres. L'historique du pays, bien sûr, de l'entreprise, l'état des réclamations internes, l'historique du pays, état des études épidémiologiques, l'évaluation des risques, études sectorielles par les organismes, par exemple l'Institut Pasteur, la PAB Hadia, l'INSP, les rappels. L'historique international, c'est l'OMS, par exemple, l'EFSA, l'ANSES, l'FDA, comme tout à l'heure, les thèses, les documents bibliographiques, les revues, les magazines, etc. Deuxième niveau, bien sûr la fréquence des causes et le degré de variabilité. C'est l'équipe statue sur la fréquence des causes défaillance de venir selon les 5e. C'est une définition interne. L'équipe évalue le degré de variabilité processus technologique de production et de contrôle. Donc, les deux niveaux. On va la matrice TAC. Quand il va faire la gravité fois la fréquence, qui maintenant par exemple 6, quand elle dépasse le 6, donc ce qu'on appelle une mesure de maîtrise. Quand elle est inférieure à 6, généralement, c'est ce qu'on appelle les programmes prérequis, voire les PRP. Parfait. Alors, on prend une dernière question. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres, on pourra les prendre, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, parce que c'est la dernière. Ah, c'est la dernière, très bien alors. L'ISO 22000 réunit la démarche HACCP ISO 9001, vu qu'on trouve les 12 étapes de HACCP dans la maîtrise des risques. Alors, chauffe. Il y a deux choses. Chanez, il faut séparer les deux. C'est-à-dire, le premier point, c'est l'HACCP, où ce qu'on a. Elle est sur la partie opérationnelle. L'ISO 9001, qui m'a dit, bon, avec la partie stratégique, tout ce qui est analyse des risques, analyse la SWOT, les enjeux internes et externes, identification des parties intéressées. Donc, c'est les nouveautés, la nouvelle version de la norme ISO 9001. À vrai dire, il y a des similarités, mais n'empêche que c'est pas un vient de jumeler. Parce que là, j'ai les ISO 22000, ouais, عندك l'HACCP et les PRP, c'est pas les ISO 9001. تسمى هذوك les exigences, c'est les exigences communes. هذيك كيما تقول l'analyse des risques, les enjeux internes et externes et l'identification des parties intéressées. هذيك c'est les parties communes مع la 9001. Par contre, les ISO 22000, mis à part l'HACCP, عندك les PRP, c'est les programmes prérequis. Je pense que je l'ai mis d'ailleurs sur la présentation. Donc, tout ce qui est bonne pratique d'hygiène, bonne pratique de fabrication, bonne pratique agricole, etc. Donc, il y a les ISO 22000.
Je ne sais pas si c'est bon par rapport à cette question. C'est bon? Oui. Voilà, c'est à Chanez à nous dire si ça répond Ah. à la question. Bon, elle a dit oui, merci. Alors, il y a Abdelbassat qui dit, est-ce que vous appliquez le Lean dans votre entreprise? Le lean management. Oui. Bon, en fait, bien sûr, Hadia, puisque ça ressort du quotidien, puisque le lean management, en fait, c'est par rapport à l'équipe production beaucoup plus. Puisqu'on à vrai dire, c'est ceux qui sont dans l'opérationnel. D'ailleurs, on travaille beaucoup parmi les outils. Hein, il y a le lean management, on va le faire bien sûr, il y a les 5M, il y a les 5S, il y a par exemple, il y a le cycle PDCA, il y a les audits, bien sûr, les audits QHSE. Donc, en fait, finalité, derrière, il y a une partie qui est le lean management. Il y a une partie, par exemple, de la même Six Sigma. Il y a moi, c'est des outils. Il y a, par exemple, les OCR, ce qu'on appelle l'obtention des coûts réduits. Donc, moi, c'est des différents outils qu'on est en train d'utiliser pour, bien sûr, pour assurer la performance de l'entreprise. Parfait. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci, Monsieur Jredé, pour partager votre expérience avec nous. Et Comme merci ça, à ça me fait un grand plaisir d'ailleurs, même pour moi. plaisir Et partagé. en fait, vous avez même mon mail, mon Facebook et tout. Là, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Même plus tard, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup et merci à tous les participants d'être Merci venus. beaucoup, même Thomas Tanet, comme ça. À Et bientôt. Allez, au Inch'Allah, revoir. à bientôt. Merci à Allah tous. au revoir. Merci.